Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la libération du père Tom Usunalil. Hier, il a rencontré le pape François et retrouvé sa famille salésienne. Le secrétariat général de l'enseignement catholique s'engage pour une école plus ouverte et fraternelle. Il a présenté ses orientations pour éduquer au dialogue interculturel et interreligieux. Et puis nous revivrons la célébration où 3 jeunes spiritains ont prononcé leurs vœux perpétuels le week-end dernier. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé mardi que la PMA sera ouverte à toutes les femmes à partir de 2018. Doit-on s'attendre à une nouvelle bataille sociétale? L'avis de 2 éditorialistes de la presse chrétienne, Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix, bonsoir. Bonsoir. Et Antoine Marie, directeur de la rédaction de Famille chrétienne, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Le pape François a reçu hier le père Tom Usunalil en audience privée à la maison Sainte-Marthe. Nous vous annoncions mardi sa libération après 1 an et demi de captivité au Yémen. Il avait été enlevé en mars 2016 après une attaque attribuée à des djihadistes. Ému, le pape François a béni le prêtre salésien d'origine indienne. Le père Tom, amaigri mais en bonne santé, a remercié le Saint-Père et lui a dit avoir prié pour lui en offrant ses souffrances pour sa mission et pour le bien de l'Église. Le père Tom a aussi remercié le sultanat d'Oman qui a œuvré à sa libération. À l'issue, il a retrouvé le recteur majeur des Salésiens de Don Bosco. On regarde. E io voglio darti una cosa molto semplice che la faccio con tutto il cuore e con questo sentimento che sono tutti i nostri confratelli che stanno presenti. I would like to express to you this sentiment, this feeling that is in the heart of every confrere. E questo voglio offrirti la mia croce da salesiano che porto sempre con me. Voglio offrirla a te per portarla con te come tu vuoi. This cross, this Salesian medal that I am taking with you, with me, I am going to give it to you. E con questo segno sarebbe un po' come tutti i salesiani oggi siamo con te e per sempre. This is a sign to tell you that the whole Salesian world is with you. Le père Tom va maintenant rester à Rome pour prendre un temps de repos à la maison généraliste des Salésiens. Les évêques du Burundi appellent les fidèles du pays à trouver des solutions à la situation d'impasse que vit le pays. Votre mission spécifique est d'éveiller les consciences à l'amour du Christ, ont écrit les évêques dimanche dernier. Je vous rappelle que l'ONU a demandé une enquête sur des crimes contre l'humanité commis par les autorités du Burundi. Et puis aux Philippines, les cloches des églises ont sonné ce soir à 20h, une façon de protester contre la terreur du président en place. On ne peut accepter que la destruction de vie devienne quelque chose de normal, a déclaré la semaine dernière le cardinal Tagle, l'archevêque de Manille, dans une lettre pastorale annonçant cette initiative. Elle se renouvellera tous les 40 jours. La préparation du synode 2018 pour les jeunes se poursuit après une consultation dans les diocèses, mais aussi la mise en place d'un questionnaire pour les jeunes du monde entier. Un séminaire international se tient actuellement à Rome sur des thèmes comme l'identité, les nouvelles technologies ou encore la transcendance. Sœur Nathalie Bécard, responsable de la pastorale des jeunes pour l'Église de France, nous explique le but de cette rencontre. L'enjeu, c'est vraiment de croiser les regards entre les générations, entre les approches, entre les continents. Et finalement, on expérimente déjà quelque chose de la dynamique synodale, de cette marche ensemble, pour essayer de comprendre au mieux quel est le monde dans lequel les jeunes vivent aujourd'hui, quelles sont leurs situations, leurs conditions de vie, leurs problématiques, les évolutions qui se passent. On est en train de travailler sur la synthèse et la réponse à envoyer à Rome. Les conférences épiscopales ont jusqu'à fin octobre
octobre pour envoyer leur réponse. Et à partir de là, à partir aussi des réponses données par les jeunes dans le questionnaire en ligne qui, lui, est ouvert jusqu'à fin novembre, la prochaine étape, c'est que le secrétariat général du synode va lire, réfléchir et à partir de toutes les contributions qui seront arrivées, ils vont produire un texte qu'on appelle l'instrumentum laboris, l'instrument de travail qui va guider les travaux du synode. Et ce texte, donc, il sera élaboré entre le mois de novembre et le printemps prochain. Comment éduquer au dialogue interculturel et interreligieux dans les écoles catholiques? C'est l'une des grandes orientations de l'année voulue par l'enseignement catholique. Elle a été présentée hier par son secrétaire général aux acteurs de la communauté éducative dans les locaux de la Conférence des évêques de France, avec un document très complet pour accompagner les établissements à relever le défi de la diversité culturelle et religieuse. L'enjeu, si vous voulez, c'est bien de vivre chaque jour un peu plus l'école catholique comme une école du dialogue et de l'éducation à la relation et au dialogue entre tous. Pour dialoguer, il faut savoir qui l'on est, il faut être en mesure de le dire, de le partager, et en même temps, il faut cultiver la vertu de l'hospitalité, de l'accueil, du respect de chacun. Il y a 50 ans, l'école catholique a forgé puis popularisé l'expression et la notion de communauté éducative. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour dire qui nous sommes, qui nous avons vocation à être. Et une communauté, elle se doit de travailler sur le lien de fraternité qui unit ses membres. Dans cette forme particulière de l'Église qu'est l'école catholique, la communauté éducative doit cultiver la respiration de la spiritualité de la communion. La spiritualité de la communion, ça vaut pour nous tous et ce à quoi nous sommes tous chrétiens appelés. Une rentrée pas comme les autres pour les jésuites de l'université de Namur en Belgique. En apparence, il n'y avait pas de changement ce matin lors de la traditionnelle messe d'accueil des étudiants en l'église Saint-Loup, puis à la célébration de la rentrée dans la cathédrale Saint-Aubin. Et pourtant, ce début d'année a un parfum de nouveauté pour la communauté jésuite qui a fondé l'université en 1831. Car en juillet dernier, une nouvelle province jésuite francophone a vu le jour. Une volonté de l'ancien supérieur général, le père Nicolas, pour s'adapter aux défis d'un monde en changement. Précision à Namur avec notre journaliste Gabriel Massé. Depuis cet été, quelque chose a changé pour les membres de cette communauté jésuite. Elle n'appartient plus à la province de Belgique-Luxembourg, mais à la nouvelle province d'Europe occidentale francophone. Donc il y a encore quelques mois, il y avait deux provinces, la province belge méridionale et du Luxembourg, et la province de France. Et donc les deux provinces ont décidé de faire un travail pour faire une seule province, la province d'Europe occidentale francophone. Le nouveau provincial donc, est François Boydec, c'est lui qui rassemble, qui gouverne tout cela. Le provincial est responsable des jésuites et il envoie des jésuites à l'université. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on pourra, et on commence déjà à le faire, envoyer des jésuites français à l'université de Namur, comme des jésuites belges dans l'une ou l'autre œuvre de la province de France. Donc c'est devenu, si vous voulez, un bataillon, un unique bataillon apostolique. Un unique bataillon apostolique pour toujours mieux répondre à ses missions. Celle d'enseigner notamment ici à Namur, mais aussi de faire découvrir le Christ aux étudiants. C'est tout un défi de montrer que la foi a toute sa place dans la société. C'est d'abord de partir de ce qui les intéresse, éventuellement par les discussions, par les échanges, de les amener à avancer d'un pas plus loin pour se rendre compte que non, la foi c'est pas ringard, non, la religion c'est pas ringard, et en fait ça répond à des questions qu'ils se posent en réalité, mais dont spontanément ils ne viendront peut-être pas chercher les réponses immédiatement dans une aumônerie universitaire. Cette nouvelle province réunit désormais 532 jésuites répartis dans 42 communautés. Pour le provincial, le père Boydec, cette fusion est l'occasion pour la Compagnie de Jésus en Europe occidentale de vivre un renouveau spirituel. Samedi, la famille spiritaine s'est agrandie. Vous avez pu suivre leur cheminement sur KTO. Wilfred, Mathieu et Florian se sont engagés définitivement dans la vie religieuse en prononçant leurs vœux perpétuels au sein de la congrégation du Saint-Esprit. Retour en images sur cet événement. Moment d'intense émotion dans la chapelle des Spiritains. Wilfred, Mathieu et Florian viennent de prononcer leurs vœux perpétuels.
un engagement définitif dans la congrégation, le fruit d'un long cheminement au sein de la communauté. Moi, les mots qui me viennent spontanément à l'esprit, c'est ceux du pape François, la joie de l'évangile. C'était vraiment un grand moment de s'engager aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc c'est toujours un moment important de célébration qui nous prend quand même un peu aux tripes, si on peut dire. Durant la messe, l'émotion se lit sur les visages. Après 3 ans à Paris, c'est le début d'une nouvelle étape dans la vie de ses jeunes frères. J'avais un petit peu de sentiment de peur, voilà, parce que je ne me voyais pas assez digne pour cette vocation. Mais finalement, je me suis consolé en me disant que de toute façon, ce n'est pas moi seulement, ce n'est pas mon appel, c'est un appel de Dieu. Dans la chapelle, la litanie des saints accompagne les 3 jeunes spiritains. Pour la congrégation, cette journée, c'est le signe d'une belle vitalité missionnaire. C'est la joie de voir que la mission qui est confiée à la congrégation peut continuer grâce à eux. L'affaire n'est pas finie, ça a du sens aujourd'hui de donner sa vie pour le Seigneur, de partir à l'étranger. Je pense à Mathieu qui part au Pakistan. Mathieu Boulanger sera effectivement le premier à rejoindre sa nouvelle communauté d'ici quelques semaines. Un départ pour le Pakistan qu'il aborde sereinement, entouré de sa famille. Avec confiance, voilà, on est dans les mains de Dieu, donc c'est l'esprit qui nous guide et puis on verra bien ce qui arrivera. Je pense que ça peut être que des belles choses. On ne peut pas dire que ça nous a surpris parce que depuis toujours, il voulait s'engager quelque part et il a trouvé exactement ce qui lui convenait. Wilfred et Florian ont également fait leurs valises. Direction l'Alsace pour une année de mission pastorale avant leurs ordinations sacerdotales l'année prochaine. Le week-end dernier, le Tour du Saint-Cordon à Valenciennes a rassemblé plus de 3000 personnes. C'est l'un des rares pèlerinages millénaires à toujours exister. En l'an 108, la Vierge Marie est apparue avec un cordon pour entourer avec des anges les habitants de la ville terrorisés par la peste. La maladie a disparu et la Vierge Marie a demandé une procession chaque année. Et cette année, l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, est venu pour la première fois. Il a donné quelques conseils aux jeunes pour prier la Vierge Marie. Comment est-ce qu'on prie la Vierge Marie ? Je dirais 2 choses essentielles. La première, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de l'admirer. Voilà. Si je l'admire comme ça, si elle est aussi extraordinaire, si elle est aussi remplie de Dieu, émerveillée devant Dieu, je lui dis, vous ne pourriez pas m'aider un peu, quoi. Moi, pour que j'arrive à être un chrétien, pour que j'arrive à être un disciple de Jésus, que j'arrive à le suivre, à parler de lui, à être son serviteur, à annoncer l'évangile. Bref, j'ai confiance en elle, quoi. Et puis des nouvelles de la santé de l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. Il va bien, c'est en tout cas ce qu'il a dit hier sur les réseaux sociaux. Après plusieurs mois difficiles d'hospitalisation, ce qui ne va pas sans fatigue, je vais le mieux possible, pouvait-on lire. On poursuit avec la chronique du père Venard. Il revient sur la polémique qui a suivi les propos du pape sur les migrants en août dernier. Chers amis, bonne rentrée sur KTO, je suis heureux de vous y retrouver. Bien sûr, ce qui m'a marqué, c'est cette polémique nouvelle durant l'été et encore maintenant sur les propos du pape à propos de l'immigration, de la crise migratoire de l'Europe. J'ai été, peut-être vous aussi, choqué de voir un certain nombre de catholiques, plus ou moins intellectuels, se répandre dans les médias, se répandre sur des plateaux de télévision, sur des radios, en se disant catholiques et en critiquant d'une manière indigne le pape qui reste le père commun de tous les fidèles et même de l'humanité. C'est indigne. Et si certains ont un problème avec le pouvoir suprême du pape en tant que souverain pontife et sa liberté d'expression, la porte est grande ouverte pour eux pour choisir une autre religion. Non, comme catholiques, nous devons accepter de suivre le pape. Par ailleurs, sur le fond, je crois qu'il y a une incompréhension formelle. Le fond de la question est que notre Europe, et nous devons le réaliser comme catholiques, a perdu sa foi. Elle est dans l'apostasie. Et ce n'est pas nouveau. Le pape Jean-Paul II lui-même, en 2003, il y a donc fort longtemps, disait ceci dans l'exhortation post-synodale après le synode sur l'Europe. Le Fils de l'homme, je cite, « Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Trouvera-t-il la foi sur cette terre de notre Europe ?
de vieilles traditions chrétiennes. Et le pape de poursuivre, c'est une question ouverte. Le pape Benoît XVI ne dit pas autre chose dans ses dernières conversations avec le journaliste Peter Sivald. Il écrit ceci, il dit cela. Nous constatons avant tout les progrès de la déchristianisation de l'Europe, la disparition de plus en plus marquée de tout ce qui est chrétien dans la vie publique européenne. Oui, chers amis, le problème de fond face à la crise migratoire, c'est notre apostasie. Alors, face à cela, la vraie réponse chrétienne ne consiste sûrement pas à récriminer contre le pape, mais à nous convertir et à convertir ces nouveaux arrivants, à leur proposer la foi chrétienne. Et c'est exactement ce que disait déjà en 2003 le pape Jean-Paul II. Je vous invite fortement à relire cette exhortation Ecclesia in Europa. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Une très belle photo de jeunes mariés en une de famille chrétienne, Antoine-Marie. Ah oui, c'est chez nous ça. Donc effectivement, des jeunes mariés, parce qu'on a souhaité, on parle beaucoup, vous savez, de la préparation au mariage dans nos milieux. Eh bien, nous avons souhaité, au contraire, ou au-delà de la préparation au mariage, parler de l'après-mariage, au moment où la saison globalement des mariages est terminée, dans nos familles, eh bien, pour préparer les mariés à vivre sereinement et sérieusement avec quelques conseils pratiques et spirituels cette année décisive pour la vie d'un couple. Merci Antoine-Marie. En cette rentrée littéraire, l'hebdomadaire La Vie propose une interview avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui publie Psychothérapie de Dieu. Un essai étonnant de la part d'un non-croyant pour qui la foi est un précieux facteur de résilience. Boris Cyrulnik n'a toujours pas d'œillère, c'est ce qui le rend unique et passionnant, écrit Jean-Pierre Denis pour introduire l'entretien. Dans l'éditorial de France Catholique, Gérard Leclerc nous parle de son ami, le père René Laurentin, spécialiste marial, disparu dimanche dernier à l'âge de 100 ans. Ce fut une grâce de l'avoir eu aussi longtemps parmi nous, avec ses dons multiples, écrit Gérard Leclerc. L'ouragan Irma a frappé les consciences, mais cela suffira-t-il à changer les mentalités sur les dangers climatiques, à accélérer les politiques publiques et l'action de l'Église? L'hebdomadaire Protestant Réforme propose cette semaine quelques pistes de réflexion. Plus que jamais, notre responsabilité de chrétiens est engagée, rappelle Nathalie Lénard dans son éditorial. Irma qui fait aussi la une de Pèlerin avec un reportage au cœur des îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. On y découvre les actions de solidarité qui se sont multipliées pour venir en aide aux victimes, comme celle du Père Essou, prêtre à Saint-Martin, qui a accueilli les personnes touchées dans son église. Voilà des idées de lecture pour cette fin de semaine. Tout de suite, on débat avec nos éditorialistes. Cela ne vous a certainement pas échappé, c'était mardi matin. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a promis la PMA pour toutes les femmes en 2018. C'était sur RMC et BFM TV, on regarde. Il n'y a rien qui nous empêche de rendre la PMA légale pour toutes les femmes. Et je vais vous dire, c'est une question de justice sociale. Parce qu'actuellement, on constate qu'il y a des femmes qui sont en France, qui ont les moyens d'aller à l'étranger faire une PMA, et des femmes qui sont en France, qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger faire une PMA, et donc qui sont là, qui ne font rien, qui ne peuvent pas avoir un enfant, ou alors qui le font avec des méthodes artisanales qui mettent en danger leur sécurité, leur santé, et qui ne sont pas souhaitables pour la société que nous voulons. Antoine-Marie Ezoard, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Alors, est-ce que c'est la nouvelle bataille sociétale qui s'annonce pour vous ? Certainement, d'une certaine façon, parce que Marlène Schiappa a fait une annonce peut-être un peu prématurée, en tout cas dans l'agenda du gouvernement. Il faut peut-être qu'on se pose aussi les questions de savoir pourquoi ce timing et pourquoi maintenant en pleine manif contre, ou du moins un mouvement social contre la réforme du Code du travail. Puis on sait qu'il y a aussi derrière la loi de sécurité intérieure de Gérard Collomb qui se prépare. Donc on sent qu'il y a un peu de remue-ménage et que la rentrée du gouvernement n'est pas simple. Bataille sociétale, on a compris que la présidente de la Manif pour tous, qu'on l'a eu sur le site internet de Famille Chrétienne, on l'a entendu par-ci par-là, évidemment, c'est très logique, a tout de suite crié la Lali, enfin, bon, c'est évident. Est-ce qu'il y a une vraie surprise sur cette décision d'aller en 2018 avec le comité consultatif national éthique sur le débat pour avancer sur cette loi? Non, pas vraiment. Mais je crois qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Vous n'étiez pas surpris non plus, Guillaume Goubert, de cette annonce? J'étais un peu
Enfin, la tonalité de l'annonce est assez catégorique, donc ça marque un changement par rapport à ce qui a été dit précédemment par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, au mois de juillet, et par Emmanuel Macron lui-même sur ce sujet au moment de la campagne, avant son élection, etc., où il disait qu'il regarderait l'état de la société et des débats qui s'y jouent pour agir de manière apaisée sur cette question de la PMA. Donc, est-ce que la déclaration de Marlène Schiappa veut dire que les conditions sont réunies ? Personnellement, je doute que les conditions soient réunies pour agir de manière apaisée. Pourquoi ? Parce que, l'un des arguments, c'est de dire le Conseil d'éthique, le comité d'éthique s'est prononcé en faveur de cette mesure. Je pense qu'il faut faire attention au fait qu'un quart des membres du comité d'éthique a adopté une motion minoritaire d'opposition à la position majoritaire du comité, avec des arguments qui doivent être et qui méritent d'être pris en compte. Un débat apaisé, pas possible, mais un débat tout court. Est-ce que c'est possible? Puis une fois de plus, on sait très bien, le débat, on le souhaite, et je crois que tout le monde le souhaite, probablement beaucoup plus encore parmi les détracteurs de la loi ou de l'adoption de ce... Mais ce qui est évident aussi, c'est qu'il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est que quand il y a eu le mariage pour tous, on nous a dit non, mais il n'y a pas la PMA, et puis il n'y a évidemment pas la GPA. Une fois de plus, maintenant, on arrive à la PMA, au nom de l'égalité, au nom de la justice sociale. Mais au nom de l'égalité, on peut faire un peu n'importe quoi. Moi, je peux demander demain avoir un utérus et pouvoir avoir un enfant. Ou au contraire, ou plus tôt, plus facilement, je vous l'accorde, à pouvoir adopter, à pouvoir, plus que ça, si je suis avec un homme en couple, à demander à ce qu'une mère porteuse porte mon enfant. Et là, on va dire non, ça, c'est pas possible, non, ça, c'est pas éthique, ça, c'est... Mais de toute façon, on avance, et au nom de l'égalité, on fait à peu près n'importe quoi. La justice sociale, elle a bon dos. Au nom de la justice sociale, moi, si on veut être vrai, pourquoi ne pas dire, eh bien oui, tous les enfants ont droit à un père et une mère? Eh bien, l'égalité, c'est aussi ça. Guillaume Goubert, c'est ça le nœud du problème, c'est-à-dire c'est de proposer une loi au nom de l'égalité, et puis finalement, on ne peut plus rien dire derrière. Est-ce qu'il est là le nœud du problème pour vous? J'entendais une personne favorable à cette évolution, à la PMA, dire il ne faut pas débattre parce qu'on ne débat pas avec le dogme. Et j'ai l'impression qu'il y a un dogme de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est tout à fait étonnant d'entendre ceux qui sont favorables à la PMA dire il n'y a pas de discussion possible. C'est comme ça, au nom de l'égalité homme-femme, au nom de la justice sociale, etc. Or, il y a un certain nombre de questions, mais même des questions très pratiques qu'il faut examiner. Je veux dire, par exemple, quelle sera... Aujourd'hui, les dons de sperme permettent juste de répondre aux besoins des couples qui souffrent d'infertilité pour des raisons pathologiques, c'est-à-dire le cadre actuel de la loi. Si demain, on autorise des couples de femmes et des femmes seules, parce qu'il faut jamais perdre de vue aussi cet aspect-là, à bénéficier de PMA, il n'y aura plus assez de dons de sperme pour tout le monde. Alors, comment on organise la file d'attente? Quels seront les critères? Est-ce qu'on considère, par exemple, que les couples qui sont en mal d'enfants pour des raisons pathologiques sont prioritaires? Auquel cas, dans l'organisation actuelle, il n'y aura pas de possibilité pour les autres femmes. Donc, je veux dire, c'est des questions très simples, très concrètes, et qui demandent d'être débattues précisément. Antoine Marie. Là, en plus, je rebondis sur ce que dit Guillaume Goubert. Effectivement, il y a la question, face au manque de sperme en particulier, la question du business. On va rentrer là aussi dans un business. Donc, tout d'un coup, il faudra acheter des dons. Et de fait, on va une fois de plus vers l'injustice. Donc, comme de la même façon, la GPA, alors pire encore évidemment, sera favorable d'une certaine façon à des femmes plus pauvres qui vendront leur ventre à des femmes riches. Donc, excusez-moi, en termes de justice sociale, on va complètement droit dans le mur. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, un nouvel élan d'opposition, comme on a pu le connaître en 2012 avec la Manif pour tous, est possible ? Il y aura un élan, je ne sais pas quelle ampleur il aura, mais il y aura certainement une mobilisation importante de beaucoup d'acteurs, pas seulement par des manifs, je veux dire, il y aura des prises de position, l'exigence d'un débat sérieux. On nous dit que ça va se passer dans le cadre de la révision des lois de bioéthique l'année prochaine. Bon, il faut que ça donne lieu à des débats, on parle de conférences citoyennes, des choses comme ça, mais très bien, discutons-en, et ayons le courage et le calme d'écouter les arguments des uns et des autres, et ne condamnons pas a priori pour... hostilité de principe aux homosexuels, ceux qui disent ça vaut le coup d'y réfléchir. D'autant qu'on sent bien que, vous l'avez dit, Guillaume Goubert l'a dit, le comité d'éthique était divisé en partie, un tiers ou un quart opposé fermement à cette PMA, mais ça traduit bien la division de la France, du peuple français, et même du gouvernement. Donc c'est là qu'il y a le bas blesse aussi pour Emmanuel Macron. Il le sait bien. C'est que plusieurs ministres, Darmanin, Le Maire, Collomb, je crois, bien me souvenir,
Et le premier d'entre eux, Édouard Philippe, qui signe il y a 3 ans une tribune bien ferme contre la PMA en disant on n'ira pas jusque-là. Donc il va y avoir un moment où même dans le gouvernement, la question va se poser sérieusement. Donc peut-être que l'annonce de Marlène Schiappa est un peu prématurée et qu'il faut se battre sur le social avant de se battre et de tenter d'être clivant sur le sociétal. Merci Antoine-Marie Izoard, merci Guillaume Goubert d'avoir partagé vos points de vue. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com et aussi réagir avec le hashtag à la source. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.